Famille, justice, enfance. Bonjour et bonne année sur RLP avec aujourd'hui le numéro 129 d'une interview d'Emmanuel Darle du Conseil scientifique indépendant pour son ouvrage Ne touchez pas à nos enfants. L'interview est assez longue, on y va directement. C'est parti. RLP 102.3 aujourd'hui avec Emmanuel Darle. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre Ne touchez pas à nos enfants dont nous parlons un petit peu actuellement, qui concerne les masques, les mesures sanitaires, la vaccin Covid-19, etc. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes, quel a été votre parcours ? Alors oui, donc je suis docteur en informatique et je suis également donc enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers. J'exerce dans un laboratoire affilié au CNRS. Et donc, c'est au terme de plusieurs études, notamment en termes de statistiques et de traitement de données officielles, que j'ai écrit ce livre, Ne touchez pas à nos enfants, pour présenter des indicateurs statistiques, mais également des témoignages, donc de parents, sur les effets du masque et des mesures sanitaires. Donc, docteur en informatique, vous avez eu quel parcours ? Parce que je suis moi-même ingénieur en informatique, donc ça m'intéresse. Donc, d'être passé par... Dites-moi. Alors, j'ai fait un DUG, ce qu'on appelait à l'époque MIAS, mathématiques informatiques appliquées aux sciences, Université de Limoges. J'ai fait une licence maîtrise et puis DEA donc en informatique. Et puis j'ai fait une thèse de 3 ans, donc sur la simulation numérique pour ce qu'on appelle les écoulements, donc à moitié avec une très forte coloration mécanique des fluides. Et puis après j'ai fait un post-doctorat à l'Institut national polytechnique de Grenoble et j'ai obtenu, donc j'ai passé un concours et je suis devenue enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers. D'accord. Voilà. Ok, c'est un très joli parcours, félicitations. Merci. Ensuite, vous avez travaillé au CNRS, j'ai cru entendre, c'est cela ? Oui, en fait, pendant mon postdoctorat, j'ai fait 2 ans. Je suis passée par le CNRS pendant à peu près 2 ans. D'abord, j'ai occupé un emploi d'ingénieur de recherche et puis ensuite, donc, postdoctorante. Et puis, donc, j'ai été recrutée dans un laboratoire CNRS, affilié au CNRS. C'est-à-dire qu'en fait, on est sous tutelle CNRS. Le laboratoire XLIM, qui est principalement, donc, du côté plutôt ondes électromagnétiques, physique, beaucoup physique ondulatoire, mais également donc avec un pôle numérique, synthèse d'images, traitement d'images et puis analyse de données. D'accord. Donc j'exerce dans une équipe, l'équipe ICON, mais je m'exprime toujours en tant que personne individuelle et non en tant que membre du laboratoire XLIM. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous étiez aussi membre du Conseil scientifique indépendant, c'est cela ? Oui, alors tout à fait. Donc le Conseil scientifique indépendant, c'est une entité qui a été créée autour donc, de Christian Perron il y a à peu près 1 an et demi. Donc Christian Perron, Martine Vonner et Violaine Guérin, Olivier Soulier, Éric Mena. Et donc on a formé ce grand Conseil scientifique indépendant donc avec Jean-Dominique Michel notamment, Louis Fouché, Vincent Pavon, Hélène Banoun et donc toutes les personnes que je viens de citer. Et pour mettre en lumière justement, pour avoir cet espace de parole, pour mettre en lumière toutes les manipulations, que ce soit au niveau des chiffres, manipulations également sociétales de cette crise sanitaire, cette pandémie. Christian Perron a parlé récemment de pandémie, puisqu'on a eu, malheureusement, il y a eu bien une corruption systémique, mais également une corruption de la science à travers du scientisme. Et donc, nous faisons des réunions tous les jeudis soirs à 20h45 sur Crown Banker, qui est une plateforme de liberté des femmes. Donc c'est l'association Réinfo Covid, qui a effectivement un conseil scientifique avec Louis Fouché, Dr Pavant et autres, dont vous faites partie. Historiquement, non, ce n'est pas Réinfo Covid, c'est ce qu'on appelait la coordination santé libre, qui existe toujours, qui est une coordination de médecins, dont Martine Vonner a participé. Martine Vonner, ex-députée, médecin psychiatre, si je me souviens bien. D'accord. Donc c'est la coordination santé libre qui a formé le Conseil scientifique indépendant et Réinfo Covid nous a donné en fait les moyens techniques de pouvoir organiser ces réunions tous les jeudis soirs. Merci. Donc nous avons vu qui vous étiez, d'où vous veniez, quelle était votre parole et autres, et vous m'avez dit, vous expliquez sur votre site internet aussi également que vous aviez déjà été interpellé par l'étude des chiffres qui est votre métier initial, nous l'avons vu, vous avez une formation pour étudier les chiffres. Déjà, qu'est-ce qui vous a interpellé et pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces chiffres ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Alors en fait, l'histoire, c'est qu'il y a à peu près bientôt 2 ans, donc mon fils, comme tous les enfants à partir de 6 ans, a été soumis donc au port du masque obligatoire. On a demandé à mon fils à la cantine de remettre son masque après chaque bouchée et il est tombé dans le mutisme. Il est à peu près 10 jours dans le mutisme. Donc suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact du masque.
et donc notamment aux chiffres de Santé publique France. Et je cherchais à l'époque à pouvoir comparer ce qui était comparable, c'est-à-dire les hospitalisations du Covid aux hospitalisations par exemple des bronchiolites, de la grippe, etc., notamment chez les moins de 15 ans. Et je suis tombée sur les hospitalisations des pneumopathies, des bronchites aiguës et de l'asthme. Et ce que j'ai constaté, donc avec les données officielles de Santé publique France, c'est que depuis l'imposition du port du masque en milieu scolaire, on avait des recrudescences de ces pathologies-là, avec des pics, par exemple, des augmentations inédites à plus de 90% certaines semaines. Donc ça m'a fortement interrogée. Et puis j'ai travaillé après main dans la main avec les collectifs unis d'enfance et liberté, des avocats tels que David Guyon sur ces questions-là. Et puis donc avec le mathématicien Vincent Pavon, nous avons ensuite étudié l'effet de la vaccination et on a trouvé malheureusement des indicateurs statistiques qui étaient très nombreux en défaveur de ces injections géniques expérimentales. Et c'est à ce titre-là que nous avons donc été auditionnés devant donc le Sénat au mois d'avril 2022 pendant la commission parlementaire sur les effets secondaires. D'accord. Ça s'est bien passé? Oui, très très bien. Ça Mais a malheureusement, donné lieu le à quelque Sénat, chose oui, alors nous avons démontré en fait à partir donc de ces données qui sont ouvertes au public, puisque la NSM ne communique pas ces données, que ces injections étaient vraiment très néfastes. On avait des taux d'augmentation de certaines pathologies. On parle beaucoup en ce moment des myocardites et des péricardites. Il faut savoir que en fait on l'avait mis en exergue dès le mois de juin 2021. On avait lancé un signal d'alerte. On avait interpellé les pouvoirs publics, mais pourtant ils ont quand même mis la vaccination, on va dire, alors pas dans un contexte obligatoire, mais dans un contexte, on va dire, semi-obligatoire avec le pass sanitaire puis le pass vaccinal, notamment chez les enfants de 12 ans. Aujourd'hui, donc, on a pu, il y a quelques semaines, décortiquer les données brutes de la NSM. On a vu des choses qui étaient totalement effarantes. Donc, la NSM, on a mis en exergue que la NSM ne communiquait pas le vrai nombre de morts, qu'il y avait notamment des cas remontés chez les 0-4 ans qui n'ont pas il n'y a pas d'AMM conditionnel pour cette tranche d'âge-là. En tout cas, à l'époque, pour les signaux que nous avons récupérés, avec un décès chez les 0-4 ans, que ces injections causaient en fait des morts subites, notamment à partir de 25 ans, que ces morts subites n'étaient pas sous signal d'alerte, on va dire sous surveillance par la NSM. Donc, il y a un défaut de vigilance, il y a un défaut d'information également, donc par les autorités publiques au niveau de ces injections-là. Et mon combat, c'est celui d'une maman de 2 enfants qui tient à ce que les enfants soient protégés. D'accord. Voilà. Donc là, vous vous exprimez beaucoup sur le vaccin, l'impact du vaccin sur les enfants. On y reviendra peut-être en fin d'émission. Mais est-ce que vous avez vu dans l'étude des statistiques et des chiffres d'autres impacts sur les enfants au niveau psychologique, au niveau sociétal, la construction interne? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, moi, je me suis basée sur 2 études qui ont été menées sur le terrain. Donc, la première étude, c'est l'étude Eguskilor, qui a en fait questionné 533 enfants répartis de façon équitable, on va dire, sur les 3 cycles, donc le primaire, les 2 cycles du primaire et le secondaire, et qui a mis en exergue que plus de la moitié des enfants reconnaissaient avoir un sentiment de colère, de mal-être à cause des mesures sanitaires en milieu scolaire. Il y a eu une seconde étude qui a été menée donc par les collectifs unis d'enfance et liberté de plus de 527 enfants qui a mis en exergue ces mêmes résultats. En fait, il y a un sentiment de colère généralisé, un sentiment en fait où les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école. On sait aujourd'hui que malheureusement les hôpitaux psychiatriques ne sont pas remplis d'adultes malheureusement en décompensation, mais bien plus d'enfants à partir de 8 ans. Le responsable de l'hôpital Robert Debré à Paris reconnaissait au micro de Radio France Culture qu'il voyait des enfants à partir de 8 ans tenter de s'étouffer avec des mouchoirs coincés au fond de leur gorge. Ça, c'est le constat qu'on peut dresser. Au terme de ces 2 années de pandémie, de ces 2 années où on a demandé énormément de sacrifices à nos enfants pour une maladie qui ne les touchait absolument pas. Donc effectivement, on entend des bruits, des informations venant disant qu'il y a une progression des maladies psychosomatiques des enfants, mais vous avez vu les chiffres et tout, vous confirmez vraiment ça? Tout à fait. On a une augmentation par exemple de 100 000 boîtes d'antidépresseurs prescrites chez les moins de 18 ans. Ouh là là. Ça, c'est dans les données de l'assurance maladie. 100 000 boîtes. On a 300% d'augmentation de gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Santé publique France qui le dit. Donc, la réalité, elle est là.
C'est-à-dire qu'on a demandé énormément de choses à des enfants en très bas âge, à partir de 6 ans. On a, à titre d'exemple, on a enlevé tous les jouets dans les maternelles pour des enfants à partir de 3 ans. On les a privés de leurs copains, on leur a insufflé un sentiment de peur. Je ne sais pas, en fait, jusqu'où capable d'aller cette folie. Alors, effectivement, aujourd'hui, les enfants n'ont plus de mesures sanitaires en milieu scolaire, n'ont plus de port de masque obligatoire. Mais si demain une épidémie revenait, est-ce qu'on serait capable de tirer ces leçons-là, d'en tirer les leçons? Nos enfants ont souffert, ça c'est le constat évident. Donc à partir de là, que fait-on? Vous avez un discours qui se rapproche beaucoup de celui de Roxane Chafei, des Mamans Louves, que nous avons reçu ici il y a un an. Donc là, vous venez de décrire effectivement une augmentation très importante du mal-être. Enfin, on a martyrisé nos enfants très clairement durant la pandémie. On a fait beaucoup de mal à nos jeunes, à nos petits. Mais le plus embêtant, c'est que en regardant les chiffres et les réalités, est-ce que vraiment ça a été utile? Absolument pas. Et à titre d'exemple, et ça je tiens à le rappeler, il y a plus d'enfants qui sont morts de ces injections que du Covid. Là, vous parlez encore du vaccin, mais je veux dire, toutes ces mesures de prévention qui ont martyrisé les enfants, en leur apprenant à lire et à écrire avec des personnes qui avaient la bouche masquée, en les empêchant d'avoir des contacts peau à peau avec les adultes et les autres enfants, est-ce que vraiment ça a servi à les protéger de leur infliger ça? Absolument pas, et on l'a vu de toute façon en janvier. Je veux dire, malgré la vaccination de masse, on était à 500 000 cas par jour, et notamment... Il faut le rappeler, le corps enseignant a été le corps le plus protégé, a été le corps en fait où il n'y a pas eu d'hécatombe comme dans la population générale. La surmortalité, elle concerne que les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans n'exercent pas en milieu scolaire, ils sont à la retraite. Puisque jusqu'à présent, la retraite obligatoire, c'est à partir de 62 ans. Enfin, la retraite est à partir de 62 ans. Il n'y a pas eu plus de morts en milieu scolaire que dans les autres corps, on va dire. Donc non, il n'y a absolument aucun, il y a eu aucun bénéfice. Les enfants ont été en fait stigmatisés de super spreaders, en fait, si vous voulez, de contaminateurs. Voilà, de super contaminateurs, alors qu'il y avait des études qui allaient à contrario de ça, en disant que justement, les enfants n'avaient pas assez de charge virale pour en être malades et pour contaminer. Donc, on a eu des messages, et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette crise-là, on a fait passer de la croyance pour de la science. C'est ce qu'on appelle du scientisme, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des messages, on a fabriqué même des études. On se rappellera, par exemple, de l'étude sur laquelle repose le pass sanitaire, qui est une étude totalement biaisée, où dans la première équation, les auteurs n'ont pas hésité à ajouter des choux et des carottes pour aller calculer des poireaux. Ils ont fabriqué une étude qui disait oui, il faut vous vacciner, il faut mettre en place le pass sanitaire, etc. Il faut absolument, puisque sinon l'épidémie continuera à sévir. Tout ça est faux. La science, ce n'est pas de la croyance. Et la croyance, ce n'est pas de la science non plus. Donc en fait, il faut reposer les bases, on va dire, de la science sur des choses un peu plus solides que ça. Et qu'est-ce qui reste solide? Ce qui reste solide, c'est les données. C'est ce qu'on peut observer, en tout cas. C'est comme ça qu'on peut s'apercevoir si oui ou non telle ou telle mesure a un impact. Et ces mesures sanitaires ont eu un impact sur la santé des enfants. Le Covid, lui, n'a pas eu d'impact sur la santé des enfants. Il est là le constat. Alors ça, c'est effectivement une question extrêmement intéressante, je voulais vous demander. Quels sont aujourd'hui les chiffres réels des contaminations, des cas graves et des décès chez les enfants, chez nous? Alors, en tout et pour tout, il faut savoir que il y a à peu près 16 décès qui seraient dus au Covid. Oui, ils ne sont pas décédés avec le Covid, ils sont décédés du Covid. Ils sont décédés du Covid. Mais D'accord. pour Santé publique France a reconnu que parmi donc ces 16 enfants, il y avait à peu près 75% qui avaient des maladies en fait graves, des cancers, etc. Donc la vraie question, c'est est-ce que finalement, oui, ils sont morts du Covid parce qu'ils étaient dans un état extrêmement fragile, mais ils seraient aussi malheureusement décédés au cours de l'année au cours des 2 ans, au cours de l'année, même au cours des quelques mois qu'auraient suivi. C'était des enfants donc, qui étaient déjà condamnés, en fait, c'est ça? Tout à fait. Les Et Santé 16. publique France a très bien dit. Donc c'est pour ça que mettre, si vous voulez, barricader des enfants avec des barrières de police dans des cours de récréation, etc., c'est d'une violence sans nom et c'est d'une stupidité extrêmement grave. On n'enraye pas une épidémie en disant, voilà, toi tu ne vas plus jouer avec le copain, avec ton copain qui est dans la classe de Madame Josiane, voilà, en CE2, parce qu'on ne sait jamais, etc. Mais on est allé demander quand même, et ça je tiens à le rappeler, on a demandé aux enfants de remettre leur masque après chaque plat à la cantine. Ouais. Mais c'est ubuesque. Quand a-t-on demandé aux adultes de remettre leur masque entre chaque plat au restaurant? Jamais. Pendant que les adultes, on va dire, sirotaient des verres sur les terrasses, nos enfants étaient masqués dans des cours de récréation.
faut s'en rappeler. Je crois qu'en France, on a aussi la mémoire un peu courte. Il faut laisser les enfants vivre. Il faut les laisser tranquilles. Cette épidémie-là ne les concerne pas. Ce n'est pas à eux à protéger les adultes ni leurs grands-parents, c'est aux parents de protéger leurs enfants. Et ça ne sera jamais l'inverse. Et je trouve que cette inversion de valeur, elle est extrêmement perverse. Parce que derrière, il y a aussi un message qu'on tente de faire accepter aux parents. C'est de dire à un moment donné, on va choisir pour vous ce qui est mieux pour votre enfant. Donc ça commence par un masque, ça se termine par une injection, et pourquoi pas après encore au-delà. Donc non, il faut remettre les choses au centre. Les parents sont responsables de leur enfant. Ouais, c'est un thème qu'on défend beaucoup ici sur les droits parentaux. Ce sont les parents qui éduquent les enfants, ce n'est pas l'État. Oui, tout à Exactement. fait. Par contre, là, nous sommes effectivement très critiques envers la politique sanitaire qui concernait les petits, nos enfants, mais on est critique après coup. Est-ce que l'analyse des chiffres nous montre qu'il aurait été possible de faire autrement en temps réel, au lieu de se dire après, oups, on a fait n'importe quoi? Non, est-ce qu'on aurait pu faire mieux en temps réel en suivant la science? Tout à fait. Depuis le départ, on savait que ce virus ne concernait pas les moins de 65 ans. Il n'y a pas eu de surmortalité chez les moins de 65 ans. Pour que j'ai une surmortalité, il faut un peu de temps, il faut un peu de délai. C'est pas immédiat. Oui, mais le professeur Raoult l'a très bien expliqué. Je veux dire, les coronavirus, en fait, engendrent la plupart du temps des formes graves, comme les grippes sévères, la même grippe sévère qu'on a connue en 2015, chez les personnes déjà qui sont fragiles, en extrême fragilité. Donc les personnes plutôt âgées qui ont en fait des maladies graves, des cancers, etc. Protéger les personnes en situation de vulnérabilité, ça, on peut l'admettre en société. Par contre, à un moment donné, il faut aussi laisser les personnes vivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tous se cantonner à un moment donné à rester confinés chez nous parce qu'il y a un virus qui passe. Certes, mais en mars 2020, on ne savait pas quel était ce virus. On ne savait pas. On a découvert ensuite que la mortalité était faible, mais en mars 2020, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je veux dire, pourquoi est-ce que ces contraintes qu'on a infligées à nos enfants, qui peut-être au départ étaient préventives, est-ce qu'elles ont continué à être préventives ou est-ce qu'on a continué de les infliger aux enfants une fois qu'on avait des données? Ah oui, alors oui. Parce que je vois la question que vous posez en fait. Alors, il y a une forme de maltraitance. Et une fois qu'on connaissait les pics d'augmentation au niveau des hospitalisations pour les pneumopathies, on les connaissait depuis le mois de septembre-octobre 2021. Et pourtant, au mois de novembre 2021, on a exigé le port obligatoire, on a imposé le port du masque en milieu scolaire à partir de 6 ans. Alors qu'on avait déjà les données qui nous disaient que chez les moins de 15 ans, il y avait des recrudescences de pneumopathie. Donc là, ça devient critiquable. C'est plus de l'inconnu, on avait des chiffres, on avait des datas. Ouais. Mais ces chiffres-là, ils étaient totalement prévisibles. Parce que je tiens à rappeler le professeur Fabrice Cara, donc, qui est un professeur en fait en épidémiologie, mais qui étudie également l'impact du port du masque, avait dit au Sénat, donc lors du H1N1, donc en 2009, il a redit en mai 2021, donc au Sénat durant la crise Covid, que le port du masque engendrait une surinfection bactérienne à peu près estimée à 15%. Donc on savait que dans de pathologies respiratoires, on a un risque estimé à 15% de surinfection bactérienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans la littérature. Il avait dit une première fois au Sénat, il avait redit au Sénat. Si bien que Santé publique France, en mai 2021, avait dit que le port du masque généralisé en population générale, dans les milieux communautaires, n'avait aucun impact finalement. Il n'était pas forcément recommandé ni recommandable. Et pourtant, ils sont allés l'imposer dans certaines rues bien définies, à titre d'exemple de Paris, en juillet, puis ensuite au lycée, au collège, dans les universités, etc., partout. Ce qui est totalement ridicule. On savait que ça ne marche pas. Et toutes les personnes qui travaillent sur la physique particulière, sur la diffusion des molécules, etc., comme Vincent Pavant, par exemple, ou moi-même, parce que j'ai fait de la mécanique des fluides pendant plus d'une quinzaine d'années, on sait qu'à un moment donné, la taille de filtration de ces masques, en fait, était beaucoup plus grande que la taille des particules virales. Si vous voulez, à titre d'exemple, ça revient à vous mettre une passoire sur la figure en espérant que rien ne passe. Ce qui est totalement ridicule. C'est d'un ridicule profond. Et il continue à dire, c'est ça le problème, c'est qu'au bout de ces 2 ans, on n'a toujours pas compris, ils ont toujours pas compris que ça se joue quand même à l'échelle du nanomètre. Alors, à part vous mettre, je ne sais pas, un masque FFP3 ou alors une combinaison, etc., pour rester stérile, une fois que vous sortez de chez vous, de toute façon, vous n'êtes plus en milieu stérile. Non, mais le masque de papier n'est pas protecteur. Le masque de papier, c'est pour empêcher qu'on se postillonne dessus. Il faut le rappeler aux gens, c'est son but initial, je crois. Bien sûr, mais ils sont allés à dire que oui, ça se transmettait par aérosol, et notamment avec les grosses particules, etc. Mais pour autant, excusez-moi, mais il y a très peu de gens quand même qui se crachent dessus à longueur de temps. Je veux dire, quand on se parle, je veux bien qu'il y ait des aérosols, mais les particules virales contenues dans ces aérosols est beaucoup
beaucoup plus fine que la capacité de filtration des masques. Ça ne sert strictement à rien. Il y a une trentaine d'études, donc dans la littérature scientifique, dans des revues internationales avec journaux, avec comités de lecture, qui prouvent que le masque ne permet pas de filtrer des particules virales. D'accord. Donc vous, ce que vous dites, en fait, c'est que nous avons martyrisé nos enfants, nous avons infligé une pression aux enfants qui, a eu des conséquences sur ces enfants, c'est démontrable, ce qui s'est passé avec les enfants a eu des répercussions. Deux, ce que vous dites, c'est que les mesures qu'on a utilisées, il était prévisible qu'elles ne fonctionneraient pas ou qu'elles étaient inutiles. Et trois, ce qui était le cas le plus grave, c'est qu'une fois qu'on savait de manière certaine, avec certitude, qu'elles n'étaient pas utiles, on a continué à les infliger et à les propager. Oui, on a continué justement dans cette mouvance totalement délétère en fait. Et puis en rajoutant sans arrêt des choses et en perturbant les enfants parce qu'un enfant a besoin de repères, il a besoin de stabilité. C'est-à-dire que quand il va à l'école, il a besoin de se projeter. Comment va se passer sa journée, etc. Un enfant, ça fonctionne comme ça. On va dire c'est sa construction, c'est un être en construction. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Ça, il faut se l'accorder. Et le problème, c'est qu'on a dit à un coup, par exemple aux collégiens, il va falloir mettre un masque quand vous allez faire sport en intérieur. Alors qu'on a dit aux personnes qui faisaient des sports, non, le port du masque, vous n'avez pas besoin de mettre de masque quand vous faites du sport. Vous allez, un coup, on va interdire le sport en intérieur, un coup, on va l'autoriser. Un coup, vous allez mettre un masque à la cantine, on va vous l'enlever. Un coup ceci, un coup cela. Il faut savoir qu'il y a eu 49 protocoles sanitaires en milieu scolaire. Et quand on fait la moyenne, quand vous enlevez les vacances scolaires, ça vous donne un protocole toutes les 2 semaines. Il n'y a pas plus simple pour déstabiliser des enfants. Oui, on a une augmentation des maladies imaginaires, des pertes du goût de vivre, on a des retours sur le terrain d'enfants qui sont assez catastrophiques au niveau comportemental. Ouais, c'est très malheureux. Oui, tout à fait. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu du futur. Maintenant, on a beaucoup plus d'informations, de recul. On ne sommes plus dans l'inconnu, comme en 2020. Il s'est quand même passé 2 ans et demi. Vu qu'il n'y a pas d'enfants qui meurent du Covid et qu'ils ne transmettent pas non plus aux personnes vulnérables, est-ce utile de les vacciner ? Ces injections font plus de dégâts chez les jeunes et n'apportent aucun bénéfice. Vous avez des preuves de ça ? Tout à fait. Alors, tout est chiffré. D'accord, donc, c'est important de dire. On n'est pas dans la croyance, il faut justifier sur un sujet comme celui-là. Oui. Bien sûr. Alors, on a expertisé les bases de données européennes concernant ces injections. On a expertisé la base de données américaine. Et on a dernièrement expertisé les données de l'ANSM, les données brutes, que nous avons reçues avec une demande de CADA. Donc, la CADA, c'est en fait une autorité administrative qui permet de pouvoir contraindre une admission à donner en fait. Commission d'accès aux documents administratifs, tout à fait. Et l'ensemble de l'expertise de ces 3 bases nous amène aux mêmes conclusions. Il n'y a pas de bénéfice à vacciner les enfants. Il n'y a que des risques. On a observé par exemple beaucoup d'hospitalisations, beaucoup d'effets indésirables graves chez les enfants. On parle des myocardites, des péricardites, mais on a aussi observé des morts subites, des AVC. Un enfant ne fait pas d'AVC. C'est extrêmement rarissime. On en a à peu près une centaine. Donc, on a observé également des syndromes de Guillain-Barré chez les adolescents. Tous les indicateurs statistiques que nous avons calculés, en fait, nous amènent à la même conclusion. Ces injections font courir plus de risques chez les enfants et n'apportent aucun bénéfice. Les enfants ne sont pas touchés par le Covid. Donc, à l'arrière, si ces injections leur permettaient, par exemple, de ne pas développer de formes graves, pourquoi pas? Mais les enfants ne font pas de formes graves. Et il faut rappeler que, comme l'a avoué donc la cadre dirigeante de Pfizer devant le Parlement européen, ces injections ne permettent absolument pas de lutter contre la contamination. Donc il n'y a aucun bénéfice, que ce soit sur le plan éthique que sur le plan, on va dire, de la santé individuelle. Alors la question que je dois vous poser, c'est pourquoi ? Vu que scientifiquement, il n'y a aucun intérêt, pourquoi fait-on tout cela ? Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. L'Europe a acheté des millions de doses pédiatriques au mois de juin. Donc, à un moment donné, il faut bien les écouler. Donc là, on nous parle de la vaccination à partir de 6 mois. Donc, chez les bébés, on dit oui, mais alors, plutôt ceux qui ont des comorbidités. Mais soyons raisonnables. Ça ne sert strictement à rien. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Mais à la rigueur, pourquoi pas chez des bébés très gravement malades ? Si ça peut les aider, pourquoi pas ? Mais de toute façon, ça ne les aidera pas forcément à ne pas attraper le Covid et ça ne les aidera pas, de toute façon, à ne pas développer de formes graves. Il faut rappeler que les essais cliniques n'ont pas étudié l'impact de ces injections sur les formes graves. Ça, c'est une communication fabriquée de toutes pièces par Santé publique France. Pfizer, Moderna, AstraZeneca n'a jamais étudié si leur injection permettait ou pas de réduire le nombre de formes graves. Absolument pas. Donc ça, ce sont les chiffres que nous n'avons pas. Mais dans les chiffres que nous avons, par contre... C'est marqué dans les essais cliniques.
Oui. Non, absolument pas. C'est marqué dans les essais cliniques. Ça a été mis en exergue par Christine Coton, qui est biostatisticienne, qui a travaillé pendant 20 ans auprès de l'industrie pharmaceutique et qui avait justement une entreprise sur la qualité des essais cliniques pour les laboratoires pharmaceutiques. Et justement, dans les essais cliniques, n'est pas adressé l'impact de ces injections sur la réduction des formes graves, tout comme la contamination. Il n'y a aucun bénéfice à se faire injecter soi-même, en fait, même au-delà, même en dessous de 65 ans. Parce qu'en fait, toute la communication de Santé publique France est basée sur du scientisme. On nous a dit que les personnes allaient se faire vacciner pour réduire la contamination. On sait aujourd'hui que c'est faux. Alors, tout comme l'impact chez les formes graves. J'ai une question. Tout votre raisonnement est basé sur des chiffres. Vous vous exprimez en tant que spécialiste de l'analyse des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont fiables ? Alors souvent, on nous dit que les remontées de pharmacovigilance dans les bases de l'EMA, donc de l'Agence européenne du médicament et du VARS, ne sont pas forcément corrélées, on va dire, aux injections. On se base sur des déclarations des bases de données de pharmacovigilance passive. Il faut savoir que dans ces bases de données de pharmacovigilance, il n'y a que 5% en moyenne, très largement référencées à la littérature scientifique, il n'y a que 5% en moyenne de déclarations qui sont réellement reportées dans ces bases. Alors on pourrait se dire a priori que ces analyses se basent donc sur des déclarations qui n'ont pas forcément de lien. Pourtant, toutes les analyses que nous avons menées, que nous avons communiquées au Sénat, rejoignent l'analyse que nous avons dernièrement faite, réalisée avec les données brutes de l'ANSM. Tout se rejoint. Et il ne faut pas oublier aussi, ce qui est assez ironique, c'est que ce que l'ANSM ne communique absolument pas, c'est que le premier effet grave, la première cause de mortalité, qui est reportée dans les données brutes de l'ANSM, c'est l'échec vaccinal. En deuxième, il y a la mort subite, et en troisième, il y a la mort inexpliquée. Voilà. Donc c'est plutôt ironique quand même pour un vaccin que le premier effet indésirable grave, ce soit l'échec vaccinal. Là, ce sont les chiffres pour le vaccin, mais les autres chiffres, est-ce qu'eux aussi, ils sont fiables ? Est-ce que vous avez besoin de données qui soient non critiquables ? Est-ce que vous avez vraiment vérifié les informations que vous aviez ? Bien sûr. Alors, nous, en juin 2021, on publiait déjà en fait une étude avec Vincent Pavant qui mettait en exergue le surrisque de myocardite et de péricardite chez les hommes à partir donc de 30 ans. Et ça, on l'avait très très bien adressé. Il faut savoir que Epiphar, donc qui est une agence proche de Santé publique France, a officialisé au mois d'octobre 2021 qu'effectivement, il y avait un surrisque chez les hommes à partir de 30 ans sur les myocardites et les péricardites. Nous, on l'avait communiqué 4 mois avant. Donc, si les chiffres n'étaient pas fiables, on n'aurait pas abouti à ce résultat. Et puis, Phare, donc une agence gouvernementale, a officialisé. Et ce qu'on a mis en exergue, c'est que, par exemple, on avait 18 fois plus de troubles du cycle menstruel à cause de ces injections que chez les autres vaccins. Donc, 18 fois plus, c'est quand même pas rien. Et on le voit aujourd'hui au quotidien. Le collectif réuni par Mélodie Ferron de Où est mon cycle a reçu plus de 30 000 témoignages de femmes qui avouent que, oui, il y a des troubles du cycle menstruel. Ouais, et ça concerne aussi les enfants et les adolescents d'ailleurs. Ouais. Et on ne sait pas encore ce que ça fait aux jeunes enfants avant l'apparition des cycles et des règles d'ailleurs. Bien sûr, et on ne sait pas non plus ce que ça fait aux hommes, parce qu'on n'a pas de recul, par exemple, par rapport à des spermogrammes, etc. Donc, on le constate chez les femmes, puisque c'est constatable, j'ai envie de dire. Mais chez les hommes, qu'en est-il vraiment ? On ne sait pas. On ne sait pas quel est l'impact sur les futures générations. On n'en sait rien. Mais avant de l'injecter à des milliards de personnes, il aurait peut-être fallu s'assurer des conséquences à moyen et long terme. Et ça, malheureusement, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez des projets actuellement à venir ? Oui, donc là, je suis en train de rédiger un livre au sujet du transhumanisme avec donc mon point de vue d'informaticienne sur l'intelligence artificielle et le lien qu'on pourrait peut-être faire avec cette pandémie. En tout cas, vers ce quoi souhaitent nous faire aller certaines élites du forum de Davos, etc. Et puis, je continue à œuvrer donc dans le conseil scientifique indépendant, à donner des conférences, à diffuser de l'information à caractère scientifique, notamment avec mon collègue Vincent Pavant, qui est enseignant-chercheur à Aix-Marseille, et puis surtout à exhorter les parents de protéger leur enfant, de leur rappeler que surtout c'est leur enfant, c'est leur autorité parentale, parce que l'autorité parentale est vraiment en sursis, j'ai presque envie de dire, donc il faut s'en emparer, il faut ne pas oublier qu'on ne doit pas inverser nos valeurs dans une société, inverser nos valeurs est peut-être extrêmement dangereuse, et on ne doit pas accepter l'inacceptable. Vous pensez que la pression sur nos enfants va diminuer là, ou alors non, absolument pas. Je pense que là, nos enfants, le gouvernement les a un petit peu, on va dire, laissés respirer, au sens propre du terme, mais je crois que certaines mesures vont redevenir actives à partir du mois de janvier, février en tout cas. COVARS recommande le port du masque en milieu communautaire, donc je pense qu'il y aura une recommandation en milieu scolaire et peut-être certaines prises de décision qui feront que nos enfants resubiront tout ce qu'ils ont subi pendant ces longs mois. D'accord. Bon, c'était Emmanuelle Darle. Merci beaucoup
d'être venu sur RLP pour nous présenter donc votre analyse et vos études. Eh bien, en cette période de Noël, je souhaite donc de très bonnes fêtes à tous les parents. Et surtout, embrassez-vous, prenez-vous dans les bras, parce que il n'y a pas de geste barrière quand on aime quelqu'un, et encore moins quand on aime ses enfants. Merci madame, à bientôt, merci beaucoup. Merci.